Bonjour, on se retrouve à présent pour la deuxième partie de la séance de correction d'exercices sur les entités chimiques plus stables chimiquement. Nous nous intéressons dans cette vidéo aux exercices 5 à 8, donc situés sur le verso de la feuille, et qui correspondent aux exercices sur la formation des molécules. Je vous invite à télécharger la feuille d'exercice dans la description de la vidéo et à les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Pour le premier exercice, nous allons étudier les atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote et de chlore. Des atomes qui peuvent souvent être impliqués dans la formation de molécules, et nous allons voir à travers ces questions comment. On souhaite premièrement écrire la structure électronique de ces quatre atomes, dont la représentation apparaît à l'écran. On sait grâce à l'écriture conventionnelle qui nous est fournie que l'hydrogène il possède un seul électron, le carbone en possède 6, l'azote 7 et le chlore 17. Ces électrons vont se placer successivement sur les couches 1s, les sous-couches 2s puis 2p, et enfin sur les sous-couches 3s et 3p pour le chlore. La structure électronique de l'hydrogène est donc 1s1, puisqu'il n'y a qu'un électron sur la couche 1s. La structure électronique du carbone est 1s1, 2s2, 2p2, puisqu'il y a deux électrons sur chacune de ces couches ou de ces sous-couches. Celle de l'azote, c'est 1s2, 2s2 et 2p3, puisque les trois derniers électrons de l'azote se placent sur la sous-couche 2p. Et enfin, la structure électronique du chlore est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5, puisqu'il remplit toutes les couches précédentes avec des électrons jusqu'à positionner les 5 derniers sur la sous-couche 3p. Une fois la structure électronique donnée, on vous demande aussi, dans la première question, de dire quels sont les électrons de valence pour chacun de ces atomes. Donc pour rappel, les électrons de valence, ce sont ceux qui sont situés sur la couche externe des atomes. Et la couche externe, c'est la couche la plus éloignée du noyau, qui contient encore des électrons. Donc pour l'hydrogène, la couche externe, c'est la couche 1s. Mais pour le carbone et l'azote, la couche externe, ce sera la couche numéro 2. Et enfin, pour le chlore, la couche externe, c'est la couche numéro 3, puisqu'il possède des électrons jusque sur celle-ci. Les électrons se trouvant sur ces couches externes, et étant des électrons de valence, sont donc au nombre de 1 pour l'hydrogène, 4 pour le carbone, 5 pour l'azote, et enfin 7 électrons de valence pour le chlore sur sa troisième et dernière couche électronique. Deuxième question de l'exercice, on souhaite maintenant savoir combien d'électrons chacun de ces atomes peut recevoir pour saturer ou remplir sa couche externe et adopter la même structure électronique qu'un gaz noble. Alors pour l'hydrogène, étant donné qu'il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, il va pouvoir en recevoir un pour répondre aux règles de stabilité, et notamment à la règle du Duhet, et à ce moment-là, sa structure électronique ce sera la même que celle de l'hélium. Pour l'atome de carbone ayant 4 électrons de valence sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2 et qui peut donc contenir 8 électrons, il va pouvoir récupérer 4 électrons supplémentaires. Il répondra alors aux règles de stabilité, notamment à la règle de l'octet, et sa structure électronique elle sera alors la même que celle d'un gaz noble, à savoir le néon. L'azote, quant à lui, possède 5 électrons sur cette couche numéro 2, qui peut en contenir 8. Par conséquent, il va pouvoir lui accueillir 3 électrons supplémentaires sur cette couche externe, pour qu'elle soit remplie ou saturée. Et sa configuration électronique sera alors également la même que celle du néon. Enfin, pour le chlore, qui possède 7 électrons de valence, il va pouvoir récupérer un électron supplémentaire sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3, et qui doit contenir au maximum 8 électrons pour être saturé. Et à ce moment, la structure électronique du chlore sera la même que celle de l'argon, un autre gaz noble. À la troisième question, on souhaite savoir combien de liaisons covalentes vont pouvoir être formées par chacun de ces atomes. Et ceci est directement lié au nombre d'électrons qu'ils peuvent accueillir sur leur couche externe, et que nous venons de voir. En effet, l'hydrogène, par exemple, étant capable d'accueillir un seul électron sur sa couche externe, il ne pourra former qu'une seule liaison covalente, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de dihydrogène. Le carbone, lui, pouvant accueillir 4 électrons supplémentaires sur sa couche externe, eh bien, il va pouvoir former 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de méthane, CH4, composée d'un atome de carbone et donc de 4 atomes d'hydrogène. Pour l'azote, il lui reste 3 places sur sa couche externe, donc 3 électrons vont pouvoir venir sur cette couche et former 3 liaisons covalentes. Cela peut être sous la forme de 3 liaisons simples, ou bien une liaison triple avec un autre atome, comme vous le voyez ici avec la formation de cette molécule de diazote. Enfin, pour le chlore, à qui il ne reste plus qu'un seul électron à recevoir pour satisfaire les règles de stabilité, il ne va par conséquent pouvoir former qu'une seule liaison covalente, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de dichlore.
Et finalement, nous souhaitons savoir combien chacun de ces atomes aura de doublets non liants une fois qu'il sera au sein d'une molécule. On nous rappelle d'ailleurs, avant cette question 4, ce que sont les doublets non liants, et comme nous l'avons vu dans le cours, il s'agit de paires d'électrons qui ne sont pas impliquées dans des liaisons covalentes. Et si on reprend la molécule de dihydrogène qui s'est formée avec les deux atomes d'hydrogène, on remarque que tous les électrons de la couche externe des atomes y sont impliqués dans des liaisons covalentes. Et par conséquent, il ne reste aucune paire d'électrons formant des doublets non liants. Pour le carbone, c'est la même chose. Il ne reste après la formation des liaisons covalentes aucun électron libre capable de former un doublet non liant. Par contre, pour l'azote, cette fois-ci, une fois qu'il a formé ces trois liaisons covalentes, il reste deux électrons sur la couche externe. Les atomes d'azote, lorsqu'ils sont au sein d'une molécule, ils possèdent donc un doublet non liant. Et enfin, pour le chlore, à qui il ne manquait qu'un seul électron pour remplir sa couche externe, et qui peut faire une liaison covalente, il lui restera, après avoir formé la molécule, 6 électrons sur sa couche externe. Ce qui signifie que le chlore, lorsqu'il est au sein d'une molécule, il possède 3 doublets non liants. Autrement dit, 3 paires d'électrons non impliqués dans des liaisons covalentes. Donc vous avez bien reconnu au cours de cet exercice que nous avons refait le tableau du cours, que l'on peut apprendre par cœur, mais que l'on doit aussi être capable de refaire pour savoir combien de liaisons covalentes est capable de faire chaque atome et combien il possède de doublets non liants lorsqu'il est dans une molécule. Et tout cela, on le retrouve à partir de la structure électronique des atomes. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 6. Vous avez deux propositions de représentation de Lewis pour chacune des deux molécules proposées ici, le méthanal et l'acétylène. Il vous faut trouver laquelle des deux est correcte. On vous rappelle d'ailleurs dans l'énoncé que chacun des atomes, ils doivent avoir une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble lorsqu'ils sont dans une molécule. Les atomes de carbone et d'oxygène, ils doivent donc avoir 8 électrons de valence pour ressembler au néon. Et les atomes d'hydrogène, ils doivent donc avoir 2 électrons pour ressembler à l'hélium. Nous allons donc commencer par la molécule de méthanal et vérifier combien d'électrons de valence ont été représentés dans chaque cas. Je vous rappelle qu'un trait, il est là pour représenter une paire d'électrons, que ce soit un doublet liant ou un doublet non liant. À côté de l'hydrogène, on doit donc retrouver un trait qui le relie à un autre atome pour indiquer que l'hydrogène il a bien 2 électrons sur sa couche externe, comme l'hélium d'ailleurs, à savoir le sien et celui qui est partagé par l'atome de carbone. Les deux schémas de Lewis ici, ils sont pour l'instant corrects si on se focalise sur les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Si on regarde à présent les atomes d'oxygène, on remarque dans les deux cas deux traits qui le relient à l'atome de carbone, ce qui implique déjà 4 électrons dans les liaisons covalentes, 2 appartenant aux oxygènes et 2 partagés par les atomes de carbone. Et dans les deux cas, on se retrouve aussi avec 2 traits au-dessus des atomes d'oxygène, représentant les deux doublets non liants, soit 4 électrons de plus. Nous avons donc bien 8 électrons autour des atomes d'oxygène, qui ressemblent donc au néon. Et jusque-là, les deux représentations de Lewis, elles sont toujours correctes. Maintenant, si on regarde l'atome de carbone, on voit dans le premier cas 4 traits partant du carbone pour faire des liaisons, soit un total de 8 électrons périphériques pour le carbone, ce qui est normal, puisque dans une molécule, le carbone il est stable, il répond à la règle de l'octet, il ressemble au néon. Par contre, sur la représentation de droite, on a en plus des 4 liaisons, qui représentent déjà 8 électrons, un doublet non liant qui est représenté en dessous du carbone, et qui compte pour 2 électrons, soit un total de 10 électrons sur la couche externe du carbone, ce qui en fin de compte est impossible, étant donné que la couche externe du carbone c'est la couche numéro 2, et qu'elle ne peut contenir que 8 électrons. Donc la bonne représentation de Lewis pour la molécule de méthanal, c'est bien celle de gauche. Et pour la molécule d'acétylène, rien qu'en regardant les liaisons effectuées par l'hydrogène, on constate que la première représentation, elle est fausse, étant donné que les atomes d'hydrogène, ils font ici 2 liaisons, ce qui est impossible, puisque cela impliquerait qu'ils auraient 4 électrons périphériques. Or, la couche externe de l'hydrogène, c'est la couche 1s, qui ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Dans les représentations de Lewis, l'hydrogène, il doit toujours faire une seule liaison, et le carbone, il doit toujours en faire 4. Donc, comme c'est le cas sur le schéma de droite, qui est donc la bonne représentation pour l'acétylène. Par ailleurs, aucun de ces deux atomes ne doit avoir de doublet non liant, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, et ceci est bien respecté dans la deuxième représentation de Lewis. Passons maintenant à l'exercice numéro 7, où vous devez vous-même écrire les schémas de Lewis de deux molécules, à savoir l'acide lactique à gauche et l'éthanoate d'éthyle à droite.
Commençons avec la molécule d'acide lactique. Cet exercice ici il peut paraître assez simple étant donné qu'on a les représentations moléculaires qui nous sont fournies en images. Mais essayons d'adopter une méthode qui pourra nous aider pour faire des schémas correctement sans avoir accès à ces représentations moléculaires, comme ce sera le cas d'ailleurs dans l'exercice 8. Donc l'atome de carbone étant celui qui fait le plus de liaisons covalentes, à savoir 4, c'est celui qu'on va placer en priorité au centre de notre schéma. Ensuite, dans cette molécule, ce sont les atomes d'oxygène qui font le plus de liaisons, à savoir 2. On place donc les atomes d'oxygène sur le schéma en deuxième. Ici, nous avons la représentation moléculaire qui nous aide. On remarque donc qu'il y a un atome d'oxygène en rouge qui fait une double liaison avec le carbone de droite. Représentons donc déjà cette double liaison. Et nous avons à ce moment-là déjà un carbone qui fait ces 4 liaisons et un oxygène qui fait déjà les 2 siennes. Enfin, on termine toujours par placer les atomes d'hydrogène en bout de chaîne puisqu'ils ne font qu'une seule liaison covalente. On en place donc 3 en liaison avec le carbone de gauche qui complète à ce moment-là les 4 liaisons qu'il doit faire. On en met également un sur le carbone du milieu qui lui aussi complète les 4 liaisons qu'il doit faire. Et enfin, on en ajoute 2 sur chacun des atomes d'oxygène en bas qui par conséquent vont bien faire les 2 liaisons covalentes qu'ils doivent impérativement faire lorsqu'ils sont dans une molécule. Enfin, la représentation de Lewis n'est pas terminée, puisque sur une représentation de Lewis, nous devons représenter également les doublets non liants. Et comme nous l'avons vu dans les exercices précédents ou dans le cours, le carbone et l'hydrogène n'en possèdent pas. En revanche, les atomes d'oxygène, ils doivent, mis à part les 2 liaisons covalentes qu'ils font, ils doivent aussi avoir 2 traits pour représenter les 2 doublets d'électrons non liants qu'ils restent sur leur couche externe. On termine donc ce schéma de Lewis en plaçant 2 traits à côté de chacun des atomes d'oxygène. Passons à la deuxième molécule, celle d'éthanoate d'éthyle. Celle-ci, si vous ne possédez pas de représentation moléculaire, vous aurez eu pas mal de réflexions pour faire le schéma de Lewis, puisqu'il y a un atome d'oxygène qui est au centre de la molécule. La plupart du temps, si on vous demande de dessiner un schéma de Lewis juste à partir de la formule brute, par exemple, comme on le verra dans l'exercice 8, vous aurez au milieu de la molécule une chaîne de carbone, ou en tout cas des molécules beaucoup plus simples à réaliser. Nous verrons cela dans le 8e et dernier exercice. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc servons-nous de la représentation moléculaire fournie et plaçons tout de suite cet atome d'oxygène au milieu de la chaîne de carbone. Cet oxygène est donc impliqué dans 2 liaisons covalentes. Ajoutons également l'autre atome d'oxygène qui, comme on le voit, il fait une double liaison avec le deuxième atome de carbone. À ce moment-là, nos 2 oxygènes ils font bien toutes les liaisons qu'ils doivent faire. Nous avons également le deuxième carbone qui fait déjà ces 4 liaisons. Terminons comme c'est l'usage avec les atomes d'hydrogène qui sont plus faciles à ajouter en dernier puisqu'ils ne font qu'une liaison. On en place 3 sur le carbone de gauche qui fait bien ces 4 liaisons à présent. 2 sur le troisième carbone qui lui aussi va faire ces 4 liaisons du coup, et 3 sur le dernier carbone qui lui aussi respecte les règles de stabilité. Et terminons le schéma de Lewis comme d'habitude en ajoutant les doublets non liants pour les atomes concernés, à savoir 2 traits pour chacun des atomes d'oxygène. Le dernier exercice est un petit peu plus complet et nous allons cette fois faire des schémas de Lewis sans utiliser de représentation moléculaire. On va d'ailleurs commencer avec des molécules plus simples que nous avons pour certaines déjà vues dans le cours. La première molécule à représenter, c'est celle du méthane, de formule brute CH4. Donc on a un atome de carbone que l'on place au milieu et 4 atomes d'hydrogène que l'on place autour. Si on se souvient bien du cours, à savoir que les atomes de carbone ils doivent faire 4 liaisons et que les atomes d'hydrogène ils doivent en faire une seule, et que par ailleurs aussi ces atomes ils ne possèdent pas de doublet non liant, on se rend compte que la représentation de Lewis elle est déjà terminée. Seconde molécule à représenter, la molécule d'eau de formule brute H2O. On place l'atome d'oxygène au centre puisque c'est celui qui fait le plus de liaisons et on le relie avec un atome d'hydrogène de chaque côté. À ce moment-là, tous nos atomes ils font bien le bon nombre de liaisons qu'ils doivent faire. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter les 2 doublets non liants de l'oxygène qui correspondent aux paires d'électrons situées sur la couche externe et qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Et notre schéma de Lewis il est alors complet. Troisième molécule à représenter, celle d'ammoniac de formule brute NH3 qui comporte donc un atome d'azote que l'on place au centre du schéma puisque c'est celui qui va faire le plus de liaisons et 3 atomes d'hydrogène faisant chacun une liaison que l'on vient placer autour. Et terminons le schéma de Lewis en plaçant les doublets non liants.
à savoir un seul pour l'atome d'azote, comme vous en souvenez si vous avez bien retenu le cours ou si vous avez bien fait l'exercice 5. Vous pouvez également retrouver ces valeurs en analysant la structure électronique de l'atome et les règles de stabilité auxquelles il doit répondre, mais nous n'allons pas le refaire ici. Enfin, pour la dernière molécule à représenter, le chlorure d'hydrogène de formule brute HCl, qui possède donc un seul atome d'hydrogène et un seul atome de chlore, pouvant chacun faire une seule liaison covalente, nous relions simplement les deux atomes entre eux. Puis nous plaçons les doublets non liants du chlore, qui sont au nombre de 3, comme nous avons déjà vu dans l'exercice numéro 5, mais que vous pouvez retrouver en analysant bien sûr la structure électronique de cet atome. Pour la deuxième question, on souhaite remplir pour chacun des atomes, lorsqu'ils sont au sein d'une molécule, combien est-ce qu'ils vont faire de liaisons à la première ligne et combien ils posséderont de doublets non liants à la deuxième ligne. Donc ceci peut être déduit des structures électroniques des atomes, mais je vous conseille de l'apprendre par cœur puisque cela ne change jamais, à savoir que l'hydrogène il fait toujours une liaison mais il n'a jamais de doublet non liant. Le carbone il fait toujours 4 liaisons et n'a jamais de doublet non liant non plus. L'azote, lui, il fait toujours 3 liaisons et il a toujours un doublet non liant. L'oxygène, quant à lui, il fait toujours 2 liaisons et il a toujours 2 doublets non liants. Et enfin, le chlore, dans une molécule, il fait toujours une liaison et il possède toujours 3 doublets non liants. Pour la troisième question, on veut que vous donniez la formule brute et le schéma de Lewis de molécules de diazote et de dioxygène, les deux gaz qui sont grandement majoritaires dans notre atmosphère terrestre. Donc, concernant le diazote, comme son nom l'indique, il est constitué de 2 atomes d'azote. Donc pour la formule brute, où n'apparaît que le nombre et la nature des atomes, on écrit donc N indice 2 pour bien signifier qu'il y a 2 atomes d'azote dans cette molécule. Pour la représentation de Lewis, que nous avons déjà vu dans le cours, puisque chaque atome d'azote il doit faire 3 liaisons, il va se créer une liaison triple entre les deux atomes. Il ne faut pas oublier de mettre aussi le doublet non liant restant pour chacun des atomes d'azote. Concernant la molécule de dioxygène, elle aussi, comme son nom l'indique, elle est composée de 2 atomes d'oxygène et sa formule brute sera donc O2, O indice 2. Et pour son schéma de Lewis, que pour le coup nous n'avons pas vu dans le cours, il faut bien mettre une double liaison entre les atomes d'oxygène, puisque chacun doit faire 2 liaisons au total, et ne pas oublier de rajouter les doublets non liants à côté de chacun de ces atomes d'oxygène. Une fois encore, chaque atome d'oxygène il possède 2 doublets non liants. Dernière question, une molécule un peu plus compliquée cette fois, et pas de représentation moléculaire pour nous aider, comme dans l'exercice 7. On souhaite cette fois représenter le schéma de Lewis de la molécule suivante, C2H3Cl-O2. Commençons donc méthodiquement par placer les atomes faisant le plus de liaisons au cœur du schéma, en l'occurrence les atomes de carbone, pouvant chacun faire 4 liaisons covalentes. Ajoutons ensuite les atomes d'oxygène, qui sont les deuxièmes atomes pouvant faire le plus de liaisons, à savoir 2. Mettons-en un de chaque côté par exemple. On termine ensuite avec les atomes ne faisant qu'une seule liaison, puisque ce sont les plus faciles à placer en dernier. Plaçons nos 3 atomes d'hydrogène et notre atome de chlore donc. Si on regarde bien à ce moment-là notre schéma de Lewis, les atomes d'hydrogène et de chlore ils font bien une liaison comme ils le doivent. L'atome d'oxygène de gauche il fait bien ces 2 liaisons. Le carbone de gauche lui aussi fait bien ces 4 liaisons. Nous avons juste un problème au niveau de l'oxygène de droite, qui ne fait qu'une seule liaison au lieu de 2, et du carbone de droite qui ne fait que 3 liaisons au lieu de 4. Donc nous pouvons rapidement remédier à cela en plaçant finalement une double liaison entre ces deux atomes-là. Ainsi, chacun fait exactement le nombre de liaisons qu'ils doivent faire. Une liaison pour les atomes de chlore et d'hydrogène, 2 pour les atomes d'oxygène et 4 pour les atomes de carbone. Bien évidemment, pour que le schéma de Lewis soit complet, il faut ajouter les doublets non liants sur les atomes concernés, à savoir 2 à côté de chaque atome d'oxygène et 3 à côté de l'atome de chlore, qui possède sur sa couche externe 3 paires d'électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Nous avons donc fait un schéma de Lewis possible pour cette molécule, mais il y avait d'autres possibilités à partir de cette formule brute. D'ailleurs, si 2 molécules sont organisées différemment, mais qu'elles ont la même formule brute, on appellera ça des isomères, mais vous verrez ça dans les classes supérieures. En seconde, ce qui vous est simplement demandé, c'est juste de faire les schémas de Lewis correctement en respectant le bon nombre d'atomes, le bon nombre de liaisons qu'ils font entre eux, et surtout ne pas oublier non plus les doublets non liants. Voilà qui conclut notre séance d'exercice sur la formation des molécules, et plus globalement sur les entités chimiques plus stables chimiquement.
Je vous encourage à faire d'autres exercices pour vous entraîner et préparer vos devoirs, à représenter davantage de molécules avec leur schéma de Lewis pour bien être au point sur cette nouvelle notation. Enfin, pour les plus courageux, vous pouvez essayer de trouver quelle va être l'énergie de liaison en joules pour rompre les molécules d'acide lactique et d'éthanoate d'éthyle présentées lors de l'exercice 7. Ceci en vous servant des valeurs que je vous ai données dans le cours, et vous me direz alors s'il faut plus d'énergie pour rompre une molécule d'acide lactique ou s'il en faut plus pour rompre une molécule d'éthanoate d'éthyle.